L'ossature définitive de l'Assemblée nationale est désormais, comme je le disais tout à l'heure, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les 1123 requêtes qui étaient introduites, dont 49 ont été jugées recevables et fondées par la Cour. La session ordinaire du mois de mars est ouverte alors que le bureau définitif n'est pas encore installé. Et je le disais également tout à l'heure, ce retard de ces arrêts de la Cour constitutionnelle est non sans conséquence sur la mise en place des institutions du pays. C'est donc le premier dossier. Deux nouveaux Benjamins viennent de faire leur entrée dans le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Ron Roger Bimoila et Nzuzi Oumba Percy. Ils remplacent ainsi à ces postes Agéage Matembo, Toto Moïse et Serge Bahati. Ces dernières ont été invalidées par la Cour constitutionnelle. Des arrêts de la Haute Cour rendus presque 3 mois après les législatives nationales de décembre dernier. La proclamation des résultats définitifs des législatives nationales était très attendue par l'informateur pour boucler sa mission. La configuration des forces au sein de la Chambre basse est désormais connue. Place à présent à la nomination imminente du formateur du gouvernement. Bémol tout de même, dans un pays où tout est prioritaire, le temps pris par la Haute Cour pour rendre son verdict semble long pour certains observateurs. Le nombre des affaires enregistrées par les juges de cette Cour, plus de 1000, sont à la base de cette situation. Comment réduire ce temps ? Comment dissuader l'opinion à comprendre qu'il ne faut pas nécessairement passer par la politique pour amasser une fortune ? Du coup, le débat sur la réduction du train de vie des institutions refait surface. Les députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux élus respectivement dans les circonscriptions électorales de Rutshuru, Massissi et Kwamout lors des élections du 30 décembre 2018, ainsi que les autorités locales relevant de l'ancienne législature continueront à siéger et à occuper exceptionnellement et temporairement leurs fonctions pour représenter leurs entités. Lors de la législature passée, il a fallu près de 9 mois avant l'investiture du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Le temps entre l'investiture du président de la République et celle de l'exécutif national était partagé par les procédures institutionnelles et celles politiques. Il a fallu 4 mois pour que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, prenne la direction de la Chambre basse du Parlement, et près de 9 mois pour que Ilunga Ilunkamba et son équipe entrent effectivement en fonction. Il fallait donc faire avec des caprices des uns et des autres dans les tractations FCC Cash. Pendant ce temps, la population, dans l'espoir reposé sur les nouveaux dirigeants, devait garder son mal en patience face à l'insécurité, à la famine, au chômage, à l'état défectueux des infrastructures routières, scolaires et sanitaires. Il est inacceptable qu'un pays qui court des urgences dans tous les secteurs soit sans gouvernement. Et nous pensons que les autorités vont attendre cette voie. Ils feront vite. Des voix s'élèvent pour la réduction drastique de ce temps entre l'investiture du président de la République et l'investissement du gouvernement. Une procédure qui pourrait être possible avec la révision de la Constitution. Pourquoi ne pas par exemple constater la majorité au Parlement par la victoire des élus des partis membres de la coalition au pouvoir et passer directement par un vote de confiance du Premier ministre au Parlement, comme c'est le cas en France. Les législateurs ont un grand travail à abattre durant les prochaines années pour doter le pays d'un système plus fluide. Alors, Mami Konkou, on est pratiquement à près de 4 mois, on va le dire ainsi, après la tenue des scrutins et finalement la configuration définitive de la Chambre basse du Parlement est connue. On l'a dit dans ce reportage, un retard quand même sur la mise en place des institutions. Est-ce que vous pensez, comme on l'a dit dans ce reportage, que le législateur devrait revoir justement ce temps entre la tenue des élections, la proclamation et justement les contentieux électoraux? Bon, merci pour la parole. Il est vrai que avant de former le gouvernement, de nommer le Premier ministre, la Cour constitutionnelle devrait d'abord se prononcer sur le contentieux électoral. Parce que nous savons qu'il y avait des gens qui réclamaient leur victoire
Alors, de ce fait, pour la reconfiguration de l'Assemblée nationale, il fallait carrément attendre la prononciation de la Cour constitutionnelle, ce qui est déjà fait. Et j'ai lu dans les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, le communiqué du secrétaire général de l'UDPS, qui est aussi l'informateur, disant que dès le lundi, le 18 mars, il va recevoir de nouveau le chef de regroupement et de partis politiques pour enfin les entendre et de ce fait, pour la composition du gouvernement. Je pense que c'est une démarche normale, vu que pour nommer le Premier ministre, il faudrait savoir connaître les forces politiques, parce que lorsqu'on connaît définitivement le nombre des élus de chaque regroupement, là, du moins, on pourrait se prononcer sur celui qui mérite, qui doit être nommé comme Premier ministre. Alors, je pense que peut-être le retard, parce que ça pouvait prendre moins d'un mois, vu que les candidats se sont prononcés pendant les élections, la campagne électorale, on savait concrètement différencier celui qui était automatiquement de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition. Mais qu'à cela ne tienne, nous voyons déjà que les choses sont presque prêtes, vu que la Cour constitutionnelle s'est prononcée et que l'informateur aussi s'est prononcé de manière que de ce lundi 18 mars, il va reprendre les consultations avec le regroupement et le chef de parti politique, afin de s'entendre pour la formation du gouvernement. Mais justement, un bémol quand même, on le disait comme tout à l'heure, hein, la session ordinaire du 15 mars dernier, avec son bureau définitif, également par exemple, on l'a vu au niveau de la Chambre haute du Parlement, on l'a vu également, le gouvernement n'est toujours pas mis en place, alors qu'il y a quand même des urgences sociales à résoudre, la sécurité. Comment évoluer dans ce contexte où les institutions ne sont pas définitivement mises en place, alors qu'il y a urgence? Mais puisqu'il y a urgence, voilà pourquoi on a critiqué la décision du chef de l'État. Mais à te répondre, je te dirais que c'était une bonne décision de garder d'abord ceux qui dirigeaient, ceux qui étaient dans le gouvernement, en attendant le nouveau gouvernement. Comme ceux qui ont dirigé, ceux qui connaissent le problème réel du pays sont encore, entre guillemets, en fonction, ils sont en train de liquider les affaires courantes. Entre-temps, aussi, d'une manière ou d'une autre, gouverner, ce qui revient à dire que le pays continue à marcher. Donc nous sommes dans la bonne marche du pays, suivant les compétences de tout un chacun. Mais les membres du gouvernement sont restreints, ils n'ont pas carte verte, hein, ils ont quand même des restrictions dans leurs applications. Oui, mais cela n'empêche qu'ils puissent faire rapport au chef de l'État. S'il y a vraiment une urgence et qu'une décision doit être prise, je crois que c'est lui qui est habilité à prendre la décision, c'est le chef de l'État, et le chef de l'État est connu. Donc chacun dans son domaine, s'il y a vraiment une urgence qui demanderait une prise de position urgente, si je dois me répéter, je pense qu'on fera le rapport au chef de l'État. Du moins, le pays continue à être gouverné. Alors, quelle est votre lecture, justement? Les contentieux électoraux ont été rendus. Là, par exemple, Bahati Lukwebo, 9 invalidés qui montent au créneau pour demander quelque part justice. Quelle est votre lecture, justement, de ces derniers arrêts de la Cour constitutionnelle? Moi, je crois que, sans pour autant de donner qui que ce soit, je pense que chaque regroupement devrait suivre le déroulement de contentieux. Si tu penses que ton parti a été cité dans le contentieux, il fallait suivre, mettre tes avocats, parce que là, maintenant, c'est fini, c'est définitif. En fait, ce n'est pas maintenant qu'on va essuyer le larme de qui que ce soit. On crée à la justice pour certains, par exemple? Dans ce pays, dans ce monde, pour ne pas vraiment spécifier pour la RDC, nous savons comment la justice humaine se passe. Souvent, le plus fort gagne toujours. Et le plus fort, tu peux être plus fort politiquement. Et dans le cas échéant, je crois que le plus fort, c'était celui qui avait de preuves de sa victoire. Alors, l'UDPS, on va dire comme ça, garde et conforte ici sa première force politique. Quelle est votre lecture, justement? Vous êtes femme politique. Quelle est votre lecture des derniers propos d'Augustin Kabouya disant que la primature devrait revenir à l'UDPS? Suivant la force politique, parce que l'UDPS, nous le savons nous tous que c'est la première force politique aujourd'hui, avec plus d'élus, parce que la force politique dans notre pays, on le sait, c'est par rapport au nombre d'élus. Et si nous devons nous en tenir à cela, nous savons que c'est l'UDPS qui a plus de députés, des élus au sein de l'Assemblée nationale pour cette législature. Mais est-ce qu'un tel langage serait diplomatique quand on comptait un peu le contexte dans lequel on se situe avec l'Union sacrée, un peu les tensions? Est-ce que ce langage est assez diplomatique?
Bon, moi, personnellement, je n'aime pas trop juger le comportement de tout un chacun parce que j'ignore ses motivations, ses calculs politiques, surtout que nous sommes en politique. Pourquoi il le dit, pourquoi il le fait? Sûrement, il a ses bonnes raisons. Mais seulement, quand il le dit, ce n'est pas forcément non plus ce qui sera fait. Ce n'est pas non plus exactement cela. Mais qu'à cela ne tienne, je ne connais pas vraiment ses motivations. Mais il peut avoir raison et à d'autres regroupements, surtout nous, parce que notre regroupement AB a beaucoup d'élus. Nous sommes la deuxième, la force politique maintenant, juste après UDPS avec 47 députés. Donc, il va consulter, comme maintenant le lundi, il aborde de nouveau les consultations. Je crois que ça sera autour de la table, mais ce qui est vrai toujours dans la vie, tout doit se faire dans la paix, surtout que dans notre pays, nous connaissons le problème au niveau de l'Est. Il y a le trouble, alors nous ne pouvons pas non plus encore allumer le feu dans la capitale seulement pour le partage de positionnement politique. Si on en commet encore, tout le regroupement accepte, ce qui est vrai aussi, la force politique de l'UDPS par rapport à ses élus et qu'ils estiment que l'UDPS doit avoir la primature, ce que nous allons demander, c'est seulement le profit du Premier ministre. Alors, dernière question à ce sujet. On l'a dit, quelle lecture vous faites justement de ce Parlement qui semble être monocolore, puisque l'opposition est faiblement représentée? Est-ce que le jeu de la démocratie sera tout à fait actif? D'entrée des jeux, Steve, je vais te répondre ceci. Tu sais, pendant la campagne, parce que j'étais candidate à Lukunga, dans tout le panneau, presque 80%, c'était avec l'effigie du chef de l'État. Dans deux G, là, c'était clair que la prochaine législature sera vraiment remplie, majoritairement écrasante de ceux de la majorité au pouvoir présidentiel. Déjà dans la campagne, même ceux qui ont battu campagne, c'était plus avec le nom, sous le label du chef de l'État. Donc ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a une majorité écrasante cette fois-ci. L'opposition était un peu timide. Nous avons vu avec la Mouka, avec Martin Fayoulou, qui avait demandé à ses membres de ne pas se présenter. C'était un mauvais calcul parce qu'à la fin, lui-même, in fine, se présentait comme candidat présidentiel, mais avec quel député pour l'accompagner si jamais il gagnait. Donc c'était déjà parti pour une majorité écrasante. Les opposants crient à la tricherie, certains ont été invalidés, certains ont vu leur voix être volée. Beaucoup d'opposants décrient cela également. Est-ce que ce n'est pas à prendre en compte? Oui, voilà pourquoi il y avait la Cour constitutionnelle qui devrait statuer sur le contentieux. Si tu avais tes preuves de victoire, tu amènes tes preuves et on allait te réhabiliter. La preuve, vous voyez, le jeune qui composait le bureau provisoire d'âge, c'était le fils de qui? De ceux qui étaient même dans le bureau de Kadima. Mais ils ont été invalidés. De ceux qui ont repris le siège, sûrement, ils ont présenté des preuves. Donc si tu t'es senti lésé et que tu penses que tu méritais la victoire, carrément, il fallait amener tes preuves de victoire. Nous allons prendre le deuxième dossier.